Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez en ce dimanche 29 décembre 2024. En cette occasion du jury du dimanche, nous y recevons Monsieur Babacar Gaye, ancien ministre d'État, mais également leader d'un mouvement qui s'appelle Manko Mouche. Merci beaucoup, Monsieur Gaye, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Oui, je vous remercie, Hassan, de m'avoir invité à cette émission au moment où nos compatriotes sont en train peut-être de se réveiller après peut-être un week-end chargé, participer à partager les informations, à analyser l'actualité. Je pense que c'est une aubaine pour un homme politique, un citoyen, d'avoir cette opportunité de participer à la vie publique. Et c'est ce que fait Immédiat à travers donc cette grande émission du jury du dimanche. Je voudrais donc vous en remercier très vivement et souhaiter que cette émission soit celle que vos éditeurs et vos téléspectateurs attendent depuis très longtemps. Merci beaucoup, M. Gay. Je disais tantôt que vous dirigez un mouvement. Il y a beaucoup de mouvements au Sénégal. Il y en a autant avec les partis politiques. Un mouvement, c'est pourquoi faire? Vous savez, c'est parce que justement, j'ai eu une carrière politique assez riche que je me suis dit il était temps de laisser la place aux plus jeunes et de m'orienter dans ce cadre d'expression citoyenne avec d'autres Sénégalais qui sont conscients des enjeux et qui souhaiteraient participer à la vie démocratique, pas en tant que parti politique, en dehors des compétitions électorales, mais surtout pour faire vivre nos démocraties en dehors des élections. Parce qu'en réalité, au Sénégal, le problème que nous avons, c'est que nous avons une démocratie atrophiée, unijambiste, où la conscience citoyenne n'est pas encore très forte, l'opinion publique presque inexistante, la société civile, par moments, s'agite quand il s'agit de compétition électorale, et une presse qui me semble, à l'heure actuelle, pas encore à la hauteur des ambitions de nos concitoyens en matière de démocratie. C'est ça qui fait que le mouvement Manko Mouche, c'est-à-dire mouvement pour l'unité, la cohésion et le civisme, Mouche, parce qu'en Wolof, Mouche, c'est se sauver, c'est tirer son épingle du jeu, c'est éviter des catastrophes dans une dynamique unitaire. Voilà ce que je pense être utile pour mon pays, et c'est pourquoi, avec des amis, nous avons créé ce mouvement-là, estimant que peut-être, ou espérant, que d'autres Sénégalais vont venir nous rejoindre, parce que simplement, la vie démocratique n'est pas l'apanage des politiciens. On le fera sans crier gare, on le fera aussi sans aucune violence verbale ou thématique, mais plutôt dans une démarche de contribution, dans une démarche d'alerte, dans une démarche de veille, et dans une démarche de critique positive pour que ce qui se fait s'améliore. D'accord. Quand vous dites se sauver, ça veut dire qu'à côté, il y a un danger. Oui, en réalité, quand je créais ce mouvement ou quand je le lançais, le Sénégal était dans une situation très difficile. Depuis 2020, je réfléchis sur comment apporter une nouvelle touche à mon action politique. Les événements de 2021 et de 2022, 2023 et même les événements qui ont précédé l'élection présidentielle de 2024 m'ont convaincu qu'en réalité, que nous étions en danger. J'avais publié plusieurs tribunes sur la question pour alerter, pour dire que nous nous acheminons droit vers un mur. Il va falloir s'arrêter, et pour qu'on s'arrête, naturellement, il faut que nous conjuguions des efforts autour de l'essentiel, c'est-à-dire le Sénégal, dans l'unité et dans la cohésion, mais surtout que chaque citoyen puisse comprendre son devoir et participer de manière active à la vie de la nation. Il ne s'agit pas de revendiquer des droits. C'est ça la citoyenneté. Le civisme, c'est mettre en œuvre ce package de devoirs vis-à-vis d'abord
de nos compatriotes, mais surtout vis-à-vis de ceux qui sont peut-être chargés de mettre en œuvre justement cette volonté de vivre ensemble pour le progrès social, économique. Voilà donc la quintessence de ce mutsch. Nous étions en danger. Nous ne sommes pas encore sortis justement de ces turbulences, parce que je pensais qu'après l'élection présidentielle et l'avènement évidemment d'une alternance, d'une seconde ou troisième alternance politique, que les Sénégalais allaient comprendre, ou en tout cas les autorités publiques allaient comprendre que l'heure n'est pas aux invectives, l'heure n'est plus au diatribe, l'heure n'est plus au combat, comme on le disait, des mortels combats, mais plutôt à la construction nationale. Que ceux qui ont gagné gouvernent, en respectant naturellement les lois et les règlements du pays, en poursuivant les efforts qui ont été initiés par les anciens présidents, les anciens députés, les anciens citoyens sénégalais qui se sont battus depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, et que l'opposition puisse aussi jouer son rôle dans le respect des institutions, mais surtout en challengeant de manière positive ceux qui sont aux affaires, en leur rappelant au devoir, en leur rappelant leurs promesses électorales, mais surtout en veillant à ce que les préoccupations des Sénégalais soient prises en compte dans les politiques publiques. D'accord. Le mouvement que vous dirigez, donc, il est politique. Est-ce que vous participez aux élections? Parce que actuellement, c'est difficile de participer aux élections avec ce qu'on pourrait appeler un arc de triomphe qui s'appelle le PASTEF. C'est difficile, hein? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce qui est arrivé au Sénégal en 2024. D'abord, lors de la présidentielle qui a vu l'élection de Bassirou Diomaye Faye, et ensuite aux législatives qui a consacré l'hégémonie de PASTEF à l'Assemblée nationale, n'est pas une première. À chaque fois qu'il y a une alternance politique, les Sénégalais, naturellement et de manière habituelle, ont donné une large majorité à la majorité présidentielle, pour ne pas me répéter. C'est arrivé avec Macky Sall en 2012. D'ailleurs, je pense qu'il a fait les meilleurs scores si c'est rapporté au ratio. Si aujourd'hui, le parti PASTEF arrive à l'Assemblée nationale avec 130 députés, ce n'est qu'une continuité de ce que les Sénégalais ont l'habitude de faire. Et c'est heureux peut-être que cela soit ainsi. La seule réserve que j'aurais sur cette situation est que malheureusement, les députés qui sont élus ne le sont pas intuitu personnés. C'est des députés qui sont élus sur la base d'une liste, sur la base ou de listes au niveau des départements, mais surtout parce qu'ils sont leadés par une personne. Les Sénégalais votent pas pour le parlementaire, le député candidat, mais ils votent pour la personnalité qui dirige la liste nationale. C'est valable pour Ousmane Sonko, c'est valable pour Amadou Ba, c'est valable pour Macky Sall, c'est valable pour les autres leaders. Ça, c'est un avatar de notre démocratie. Il faut qu'on arrive à avoir des députés élus au suffrage universel, mode de scrutin majoritaire à 2 tours par circonscription. Cela aurait pu nous donner une meilleure représentativité des citoyens à l'Assemblée nationale, car le député ne serait plus élu parce qu'il dépend de Ousmane Sonko ou il dépend de Macky Sall, il est élu parce que c'est lui. Et malheureusement, les pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui ont fait des conférences nationales en Afrique ont dépassé le Sénégal qui n'a pas fait la conférence de la Baule. Je veux dire qu'il n'était pas concerné par le discours de Mitterrand. Et aujourd'hui, au Bénin, au Togo, un peu partout, même en Mauritanie, à côté, leur système électoral leur permet d'envoyer des députés élus par circonscription. Et pour maintenant corriger les imperfections du système majoritaire au niveau circonscription à 2 tours, ils ont créé une liste nationale, pas pour élire des députés directement, mais pour permettre aux femmes, aux jeunes et à la catégorie diaspora de pouvoir être élus par quota. Ça, je pense que c'est des réformes qu'il faut apporter pour que nous puissions avoir cette Assemblée nationale dont nous rêvons. D'accord. Donc, aux dernières élections, vous n'y êtes pas allé? Non, je n'étais pas candidat. J'ai cessé d'être candidat à des élections en 2014. Par contre... Parce que c'est dur, hein? Pardon? C'est dur d'être candidat actuellement.
Non, pas du tout. J'aurais pu être candidat parce que je soutenais la liste Takku Wallu, Sénégal, parce que je pense pouvoir compter sur des personnes avec qui je partage une idéologie, des valeurs, une façon de voir le monde et une façon de transformer la société. Les libéraux sociaux que nous sommes, comme c'était assez compliqué de constituer d'abord une première coalition entre nous libéraux, ensuite avec le Parti démocrate sénégalais, on fait une grande intercoalition avec Diamangering et, comment dirais-je, Tahaou, je pense, non c'est Tahaou, comment s'appelle la coalition des Barthélémy Diaz. Sam Moussa Kaddu. Sam Moussa Kaddu. Et c'était très difficile, c'est pourquoi j'ai pensé qu'il n'était pas bon en tant que doyen de me bousculer lors de ces investitures avec des jeunes, des cadres qui peut-être auraient pu faire le job, comme on le dit en anglais. J'ai préféré les accompagner. D'autres personnes comme moi, d'un certain âge, ont compris que l'heure n'est pas aujourd'hui notre temps. Notre temps n'est pas encore le passé, mais il faut aider et il faut accompagner ces jeunes qui émergent. Et c'est heureux qu'on en ait actuellement à foison dans les partis politiques. Et je pense que c'est à ce niveau que peut-être ma non-candidature pouvait s'expliquer. Et je vais continuer à le faire ainsi, même si, comme le pensent certains, j'aurais pu servir davantage à l'Assemblée nationale en tant qu'homme d'expérience, mais surtout en tant que quelqu'un qui a pris quand même un coup de sagesse par rapport aux contingences politiques. D'accord, on va revenir sur la DPG tout à l'heure. Donc, on ne vous a jamais conseillé la retraite en politique? Il n'existe pas de retraite en politique. Ça peut être un choix personnel, mais j'estime que quand on a encore une ambition pour son pays, on doit pouvoir continuer à réfléchir, on doit continuer à agir. La seule bémol, la seule du moins réserve qu'on doit se fixer est de ne pas faire comme tout le monde. Parce que quand même, il n'est pas aisé pour quelqu'un qui vient d'arriver dans le champ politique de comprendre les enjeux, et les seniors comme nous devraient avoir cette posture d'accompagnement, cette posture de conseil, cette posture de guide. Je pense que c'est la mission que je me suis assignée à partir de maintenant. Je vais le faire dans le cadre donc, de Manko Mouch. Je vais le faire dans le cadre de mes interventions dans les médias, comme c'est le cas aujourd'hui, pour essayer de dire ce que je pense du pays, pour essayer de corriger peut-être certaines erreurs, pour essayer d'apporter ma contribution en tant qu'homme d'expérience dans ce domaine de la gestion de l'État. D'accord, pour finir avec ça, depuis que vous avez quitté le PDS, on a constaté un peu que votre trajectoire n'était pas aussi nette. Ah que si. Oui, vous êtes passé par une autre succursale du PDS avant de créer votre mouvement. C'est beaucoup de zigzags, ça, non? Non, ce n'est pas des zigzags. Quand nous quittions le PDS, c'est parce qu'à un moment donné, il était difficile d'entamer les réformes qui étaient nécessaires dans ce grand parti. Le président Abdoulaye Wade, pour qui nous avons beaucoup de respect et de considération, reste notre leader, reste une icône que personne ne doit écorcher. Malheureusement, n'étant plus acteur direct de la gestion du Parti démocratique sénégalais, il y a eu quand même des comportements, il y a eu des démarches qui ont fait que certains cadres, j'allais dire les grands seigneurs, Oumar Sarr, Amadou Sall et moi-même, qui étions aux avant-postes de la lutte entre 2012 jusqu'en 2019, on estimait qu'il fallait peut-être, tout en restant dans le sillage du libéralisme social, tout en restant des libéraux, tout en restant dans le mouvement SOPI, créer un courant de pensée, ce que nous avions fait. Malheureusement, on ne l'a pas compris comme ça, et nous avons été sortis par le président Abdoulaye Wade, naturellement sur influence de son fils Karim Wade. Quand il s'est agi aussi de conduire les destinées de ce parti, mon ambition était d'accompagner les jeunes, était d'accompagner ceux qui voulaient toujours avoir des ambitions. Je me suis rendu compte qu'après les dialogues politiques et l'appel au rassemblement du président Macky Sall, notre parti a accepté d'entrer au gouvernement.
ce que j'ai soutenu, du reste. Malheureusement, on a privilégié la gestion de l'État à la gestion du parti. J'ai estimé que je devais aller faire autre chose. Donc c'est ça qui a fait que j'ai quitté le Parti libéral démocratique, le PLD, Ande Sukhali. Mais je n'avais pas quitté ma famille politique qui est les libéraux. Je ne peux pas être avec d'autres camps. Je suis un libéral social. Et mon ambition est de rassembler la famille du président Abdoulaye Wade autour d'un idéal politique, autour de la survivance de nos convictions politiques. Et si vous considérez que c'est des zigzags, je pense que c'est un chemin pour moi. C'est ce qui a fait qu'en créant Manko Mouch, la quintessence de Manko Mouch, c'est autour des valeurs du libéralisme. Unité, cohésion, civisme, parce qu'on nous a appris que ça, la liberté, c'est la base fondamentale, le respect de la chose publique, et ensuite la solidarité avec les couches vulnérables. C'est ça le libéralisme social. Et je pense que mon mouvement pourrait toujours s'adosser à ces valeurs-là pour pouvoir davantage participer. Participer, mais pas compétir. D'accord, très bien. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a aucune gloire à quitter un parti politique qui est à terre et qui avait le pouvoir. Non, vous savez, moi je suis... Parce que les gens ne quittent jamais les partis qui sont au pouvoir. Si. Il m'est arrivé d'avoir des intentions de quitter le parti, mais vous savez, à un moment où vous accompagnez un homme comme Abdoulaye Wade, il est toujours mal vu de rompre les amarres, parce que vous êtes toujours considéré comme quelqu'un qui trahit, alors que naturellement, un militant peut avoir des divergences profondes avec la direction de son parti et s'affranchir donc de sa tutelle. L'essentiel, c'est de garder les mêmes valeurs. L'essentiel, c'est de ne pas créer une jonction avec des adversaires politiques avec qui on n'a pas les mêmes valeurs. Par contre, comme le libéralisme social est devenu aujourd'hui un spectre très large au Sénégal, on peut quitter le Parti démocratique sénégalais, être avec l'APR, être avec le parti de Omar Sarr, être avec le parti de Mourdiane Fada, c'est toujours dans la même famille, c'est toujours dans la même logique. Qu'il soit au pouvoir comme qu'il soit dans l'opposition. Malheureusement, ici, on perçoit toujours les changements de parti comme étant de la transhumance politique, y compris quand la personne a des ressources intellectuelles et des ressources morales qui lui permettent de pouvoir participer à la gestion du pays. Mais souvent, on a peur. On a peur de rejoindre le camp du pouvoir pour les aider parce qu'on est considéré comme quelqu'un qui cherche des prébendes et le mot transhumant pose problème dans ce pays. En France, ça ne pose pas de problème quand quelqu'un change de parti. Quand on n'est plus d'accord, ou on va en congrès, ou on démissionne. Et comme les congrès ici sont mal organisés ou ne sont jamais tenus du reste dans les grands partis politiques, c'est la démission qui s'offre. Et maintenant, comment faire pour continuer à vivre de sa passion, la politique? Forcément, c'est rejoindre un camp. Ça peut être un camp de l'opposition, comme ça peut être un camp qui est dans le pouvoir, surtout que quand le camp qui est au pouvoir partage avec toi les mêmes préoccupations pour les Sénégalais et ont une même ambition de transformer la société avec les mêmes outils. Je pense que c'est quand même un gâchis de rester en dehors de ce projet. Oui, ça, vous parliez de la France. La France, au moins, dans la classe politique, il y a de la conviction qu'on voit toujours. Ici, pourquoi le parti qui accède au pouvoir refuse d'accueillir des transhumants? Parce qu'ils sont considérés un peu comme des herbivores. Non. Bon, c'était une parenthèse. Oui, mais je sais, mais les partis politiques, en réalité, ne refusent pas. Au contraire, des partis comme PASTEF qui ont accédé au pouvoir sans avoir les ressources humaines de qualité qu'il faut pour gérer un pays, ont naturellement besoin des autres. D'ailleurs, ce serait, de mon point de vue gauche, de rejeter une crème politique qui peut continuer à servir sur la base du fait que, oui, ils étaient aux affaires, donc ils ne sont pas bons. Au Sénégal, on a l'habitude aujourd'hui de concevoir la politique dans une approche manichéenne. Quand on est dans l'opposition, on est bon. Quand on est au pouvoir, on est mauvais. Et ensuite, vice-versa. Quand on arrive au pouvoir, ce qui était bon devient mauvais et ce qui était mauvais devient bon. C'est ça qui pose un problème. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas mauvais en France que des gens rompent les amarres, créent un parti ou un mouvement politique, se battent. Mais quand il s'agit
d'aller aux compétitions électorales. Vous voyez, il y a de grandes coalitions qui sont faites. La droite se retrouve, la gauche se retrouve, l'extrême gauche, l'extrême droite se retrouvent. Et il n'y a pas de possibilité de franchir ces frontières-là, parce que c'est au plan idéologique qu'il y a des divergences, ce n'est pas au plan des hommes. Ici au Sénégal, on regarde plus les hommes que l'idéologie. C'est ça. Je rappelle que nous recevons M. Babacar Gaye, ancien ministre d'État. Hier, on a vu la DPG, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je n'ai pas entendu de PDS là-bas, de PS, encore moins de AFP. Ça veut dire que ces partis sont sur le point de disparaître du landerneau politique. Est-ce que ça vous a interpellé? Pas du tout, parce que de toutes les façons, le Parti démocrate sénégalais, le Parti socialiste et l'AFP ont leur excroissance dans les partis nouveaux, y compris PASTEF. Beaucoup de responsables de PASTEF ont été des jeunes libéraux. Qui, par exemple? Par exemple, le ministre de l'Énergie était un de nos cadres. Pas mal d'entre eux ont milité dans le Parti démocrate sénégalais. Et avec l'avènement de Ousmane Sonko, ils ont pensé que c'était pour eux une occasion de se revaloriser. Si vous regardez bien ce qui se passe au Parti socialiste, il y a aujourd'hui des personnalités, par exemple, qui ont été au PS, qui par la suite ont été avec Khalifa Sall comme Tahaou, et qui ont aujourd'hui des partis ou des mouvements politiques qui soutiennent PASTEF. Ouais. C'est valable pour les grands partis politiques. C'est vrai, les grands leaders vont partir. Ils ne disparaîtront pas, hein, parce que leur âme et leur esprit vont rester, comme Abdoulaye Wade, Moustapha Niasse, Senghor. Par contre, l'émergence de jeunes pousses, ce qui est encourageant, hein, et que je salue du reste, ne donne pas assez d'espace justement à une certaine génération, pour plusieurs raisons. D'abord, nous n'avons pas les mêmes valeurs du point de vue de l'éducation, de la formation. Nous n'avons pas le même vécu. Notre discours peut ne pas être audible, car le message que les jeunes ou certains jeunes veulent entendre est un message nouveau. C'est teinté de populisme autour du nationalisme, du rejet de l'étranger, de la diabolisation de l'adversaire politique. Ce ne sont pas nos forts. Nous avons fait des combats pour les indépendances, nous avons fait des combats pour la démocratie, les libertés, la liberté de presse. Par contre, aujourd'hui, ces combats-là, c'est des combats d'arrière-garde, c'est des combats qui n'existent plus. Les combats qui existent, c'est des combats d'existence en tant qu'autonomistes pour certains, ce qui aussi peut poser un certain nombre de problèmes pour un pays en développement. C'est un combat de rejet de l'autre, j'allais dire, procès du colonialisme, procès de la France-Afrique, procès des outils de gouvernance comme le franc CFA. Je pense que nous ne pouvons pas être dans ce type de combat. Et comme le message peut être mal perçu par la cible, je veux dire cette jeunesse qui émerge, ben écoutez, forcément, les grands partis, s'ils comptent toujours sur leurs vieux leaders, risquent d'être largués. Par contre, il y a une perspective quand même heureuse, c'est que ces grands partis se muent. C'est-à-dire que ceux qui ont tendance à être toujours sur les rampes de l'actualité, sur les feux de l'actualité du moins, que ceux-là puissent laisser de la place aux plus jeunes, qui peuvent avoir des ambitions et qui peuvent challenger les nouveaux leaders. Vous verrez mal Moustapha Niasse tenir un dialogue ou un discours ou un débat en face de Ousmane Sonko, en face de Tahirou Sarr. Mais quand même, il y a dans les partis politiques ces jeunes-là qu'il faut encourager, qu'il faut mettre au devant, en les accompagnant, en étant derrière, pour qu'eux, ils puissent construire un projet nouveau, une nouvelle offre politique. Et c'est possible sur la base des valeurs qu'ils ont eux-mêmes acquises quand ils étaient dans ces grands partis. D'accord. Vous avez parlé du ministre de l'Énergie, Birame Souleye Diop. Birame Souleye. Il a commencé sa carrière au PDS. Au PDS. Il ne le niera pas. Il n'est pas le seul, hein, je pouvais en citer pas mal. Et je pense que les meilleurs d'entre eux ont été au Parti démocratique sénégalais. Et il y a par contre l'émergence de syndicalistes comme Ousmane Sonko et Diakhar Faye, Bassirou Diakhar Faye, qui ont peut-être pu se forger dans le milieu associatif au niveau du corporatisme syndical
aux impôts et qui, peut-être par, je ne sais quoi, par un dysfonctionnement du système, ont pu peut-être trouver leur voie. Et c'est heureux, c'est une réussite. Si un si court laps de temps, ils ont pu quand même avoir un parti politique, se battre et arriver au pouvoir. Moi, je pense que c'est salutaire pour que les autres jeunes puissent comprendre qu'on peut arriver au pouvoir sans être aussi, j'allais dire, violent, sans utiliser des outils qui sont bannis dans une démocratie, par le développement des idées novatrices, par l'engagement, par le contact avec les populations, leur conscientisation, par la production de sens. Il est possible, je pense, de mon point de vue, de faire face ou de challenger ce nouveau pouvoir. D'accord, très bien. Vous avez parlé également du Premier ministre qui est finalement passé à l'Assemblée nationale pour la DPG. Finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas si diable que ça, que c'était une simple formalité pour lui. On va commencer par la forme, ça vous intéresse, mais il a dit quelque chose d'important dans son diagnostic. Ils ont trouvé un pays au milieu du gué, comme un bateau sans carburant dans une mer agitée. Ça, c'est pas réjouissant pour les sortants. Les sortants, en règle générale, il a parlé du régime sortant, ce sont les apéristes et tout ça. Mais le régime sortant, pour moi, ce sont les libéraux depuis 2000, qui ont totalement renversé le pays sur le plan de la morale et des valeurs. D'abord, on va commencer avec la forme. Vous avez des constats un peu amers sur la forme qu'a choisi le Premier ministre en faisant sa déclaration. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Je voudrais d'abord préciser que le diagnostic fait par Ousmane Sonko n'est pas mauvais en soi. Parce que quand même trouver un pays en gué, au milieu du gué, c'est ça qui est normal. Parce qu'un pays, il doit traverser la rivière ou le fleuve. Une fois que cette traversée est finie, on n'aura plus besoin d'avoir des leaders pour conduire ce bateau. Un bateau au milieu du gué, quelle que soit par ailleurs la situation de l'environnement, donc de la mer agitée, ce qui est normal parce que nous sommes dans un environnement international, dans un environnement même local, national difficile, quand un capitaine est capable de maintenir un bateau au milieu du gué jusqu'à ce que son remplaçant, son second, puisse venir prendre le gouvernail afin de tenter d'arriver à l'autre rive, je pense que c'est ça le sens de la politique. Mais il n'a pas parlé que de ça. Il a parlé de modèle en panne, de déficit de la balance à hauteur de 3 000 milliards, de pays peu compétitifs, de jeunesse désabusée et tout ça. On peut entrer dans les détails d'un diagnostic qu'il a fait. Malheureusement, le diagnostic ne part pas d'éléments probants. Il aurait fallu, de mon point de vue, que Ousmane Sonko, le Premier ministre, parte du bilan réel laissé par Macky Sall, chiffré sur tous les domaines ou dans tous les domaines, afin de montrer que la situation n'est pas bonne et que nous, en tant que nouveaux gouvernants, nous avons les outils d'améliorer ce qui a été fait afin de projeter le Sénégal dans un avenir meilleur. Ce n'a pas été le cas. Plutôt, ça a été des litanies, ça a été des diatribes, ça a été, j'allais dire, une compilation d'accusations qui ne reposent sur aucun élément probant, et je y reviendrai tout à l'heure. Sur la forme du discours, vous l'avez dit, sur la forme de la prestation de Ousmane Sonko, tous les observateurs, tous les spécialistes de la communication politique ont retenu que Ousmane Sonko, Premier ministre, n'a pas pu se détacher des écrits, en tout cas du texte fait par ses conseillers, certainement. Il a rivé ses yeux dans le texte. Et on a l'impression qu'on avait à la place d'une déclaration de politique générale une lecture de politique générale. Et ensuite, en communication politique, la posture importe. Or, dans la forme,
on a vu le Premier ministre Ousmane Sonko s'appuyer de manière quasi intempestive au pupitre afin de soutenir sa posture. J'estime que cela aussi dénote dénote d'une insuffisance de compétences en matière pour rendre compte de ce qu'il a dans son texte. Tous les spécialistes l'ont dit. Ça, c'est dans la forme. Hein. On peut aussi parler des difficultés qu'il avait à rendre le texte qu'il lisait. On a l'impression qu'on était en face d'un élève qui ne parvenait pas à lire le texte que lui a proposé son maître. Deuxièmement, il a buté sur beaucoup d'expressions. C'est comme si ces conseils en communication n'ont pas fait des séances pour préparer la DPG. En ces moments de grande communication, il est conseillé de faire des répétitions, filmées, pour corriger éventuellement les avatars de ce que les Sénégalais ont constaté ce jour-là. Ça, c'est dans la forme. Vous pensez qu'il n'a pas fait de répétition? Non, c'est évident. Même s'il a fait ces répétitions, ça veut dire qu'il a mal rendu, en tout cas, les critiques apportées par ses conseils en communication sur sa posture par rapport à la DPG. Mais avant que vous continuiez dans le fond, on a entendu vous dire que on vous a entendu dire élève, comme un élève. Oui. Élève, savez, il y a de la condescendance. Pas du tout. Non, il faut l'appeler comme ça. Hein. En général, ce sont les élèves d'un certain âge qui butent sur certains mots quand ils sont en train de lire un texte. Mais Ousmane Sonko, qui a été quand même à l'université, qui a fait l'École nationale d'administration, devrait avoir une aisance à rendre un texte. Il suffit simplement qu'il maîtrise les outils de communication, mais c'est impardonnable qu'un PM ne puisse pas, même s'il a un texte en face de lui ou sous les yeux, avoir la possibilité de se détacher de son texte, de regarder l'auditoire les yeux dans les yeux, d'utiliser l'expression corporelle, qui est une technique de com beaucoup plus efficace que le verbe, pour pouvoir convaincre davantage. Je n'ai pas été convaincu parce que sa posture a péché à ce niveau. Ça, c'est dans la forme. Avant qu'on en finisse avec la forme, il faut que je vous parce que le texte, là, c'est un pavé. Il est long, plus de 2 heures d'horloge. Et la personne qui le lisait n'est pas un robot. Ce n'est pas une machine. Il peut buter sur les mots. Qui ne buterait d'ailleurs pas sur les mots sur un pavé si long? Il n'est pas le premier ministre à avoir à lire un texte de 2 heures ou pendant 2 heures. Idriss Seck a eu un texte aussi long. Moustapha Niasse a eu un texte aussi long. Amadou Ba a eu un texte aussi long. Mame Madior Boye a eu un texte aussi long. Pour autant, je n'ai pas de souvenance qu'ils aient buté sur les mots. Qui plus est... Amadou Ba a beaucoup buté sur les mots. Peut-être ce ne sont pas des littéraires aussi. Il ne s'agit pas de littéraire. Ah, c'est pas ça. Non, ce n'est pas une question de littérature. Sinon, le français n'est pas leur langue maternelle aussi. Oui. C'est la langue officielle, mais ce n'est pas la langue maternelle. Mais nous sommes dans un cadre officiel. Officiel, oui. Un Premier ministre, ce n'est pas n'importe qui. Il faut être préparé à la charge. C'est vrai. Et je pense, même si tout le monde n'est pas d'un même degré d'éloquence, j'estime qu'il y a un minimum qui devrait être réalisable pour quelqu'un qui s'adresse à 165 personnes et qui peut-être peut toucher des millions de téléspectateurs à travers le monde. Il y a des choses à ne pas faire, il y a des erreurs à ne pas commettre, et pour cela, il faut se préparer à cet exercice-là. Je vais vous dire pourquoi, à mon avis, Ousmane Sonko n'était pas prêt. D'abord, il n'était pas prêt, ça fait 8 mois qu'il est Premier ministre,
Ça fait 8 mois que le Sénégal attend qu'il vienne, pour respecter les dispositions de l'article 55 de la Constitution, faire sa déclaration de politique générale pour être habilité par l'Assemblée nationale. C'est ça, en réalité, la quintessence de la DPG. Mais il a répondu un peu. Hein? Bon, qu'il ait répondu, ça dépend de ceux qui sont satisfaits ou pas de ces réponses. Mais ce que je constate est qu'il n'a pas voulu affronter une majorité qui lui est hostile. Or, de mon point de vue, on ne reconnaît le jockey que quand on aura sifflé le départ de la course. Le bon jockey, il ne se soucie pas de l'habitude qu'il a de monter le cheval, parce qu'il sait monter. Quel que soit le cheval qu'on lui présente, s'il est un bon jockey, il fera une très bonne course. Ce n'est pas le cas du Premier ministre Ousmane Sonko, et je suis désolé de le dire de manière aussi sèche, mais j'estime quand même que sur sa posture et sa prestance, il y a encore beaucoup de choses à redire. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est dans la démarche. J'aurais compris, pour faire le diagnostic du magistère du président Macky Sall, qu'il parte de faits chiffrés. Il a tenté, d'abord sur certains points, sans jamais donner une statistique vérifiée. Toujours, c'est de la phraséologie qui ne convainc pas les scientifiques. L'erreur qu'il a commise déjà, tout au départ, en parlant donc de ce bilan, il estime que, ou il a estimé que, le revenu par habitant au Sénégal de 1960 à 2024 n'a pas évolué, ou pire, il s'est aggravé. C'est totalement faux. Le revenu par habitant au Sénégal en 1960 était à 314 $. Aujourd'hui, en 2024, en fin 2023, pour être plus précis, ce revenu était à 1 748 $. Donc, on ne peut pas faire un diagnostic sur la base de faux chiffres, malheureusement. Attendez, je finis. Le premier ministre Ousmane Sonko aurait dû, pour être juste avec nous et honnête avec lui-même, partir des réalisations du président Macky Sall en termes d'hôpitaux construits, en termes d'universités réalisées. En 2011, le Sénégal comptait 5 universités, 2012. En 60, on n'avait qu'une seule université. Aujourd'hui, on est à 14 universités. Sur la santé, ne serait-ce que sur les hôpitaux. Avant, on ne connaissait que l'hôpital principal pour les militaires, l'hôpital de Dantec et l'hôpital Fann pour l'université. Dans les régions comme Saint-Louis, il y avait un hôpital, si on peut le dire ainsi, à Kaolack pareil. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux partout, et il y a des hôpitaux de niveau 4. À Kaffrine, à Sédhiou, à Kolda, à Touba. Et la projection, c'est d'en faire à Tambacounda, à Kédougou, à Fatick, dans toutes les grandes villes du Sénégal et à Louga, pour que justement nous ayons une carte sanitaire qui puisse éviter aux malades de quitter les zones intérieures pour venir à Dakar. Je pense que ça, c'est des progrès. Du point de vue des infrastructures, on aurait pu faire la même chose en termes de ratio. Ce que le gouvernement de Macky Sall a réalisé est palpable et visible. Je ne parle pas de l'autoroute à péage qui a été complétée, qui a été terminée et qui continue aujourd'hui, qui est arrivée à Kaolack. L'autoroute Dakar-Ila-Touba et Dakar-Saint-Louis qui a démarré. Je ne parle pas des infrastructures et des autoponts pour désengorger Dakar. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait. Ouais. Malheureusement, il n'est pas parti du réel pour pouvoir faire un bilan négatif de ce qui a été fait. Il y a du négatif dans le bilan du président Macky Sall. Vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de valeurs. Ce ne sont pas en réalité des questions de conviction et de valeurs. C'est peut-être, on peut l'appeler le bilan immatériel qui n'a pas été reluisant parce qu'on reprochait au président Macky Sall ce qui est peut-être juste, qu'il n'y a pas eu beaucoup de reddition des comptes,
que souvent il y a eu des détournements de deniers publics qui n'ont pas été sanctionnés, que sur le plan démocratique, il y a eu peut-être des libertés qui ont été souvent restreintes. Je pense qu'à ce niveau, la critique aurait pu être plus juste parce que c'est objectif. D'accord. Par contre, sur le plan économique, il faut le reconnaître. Je ne suis pas sûr que Ousmane Sonko, Premier ministre, et Diakhar Faye, président de la République, et l'équipe qui les accompagne puissent faire autant que Macky Sall d'ici 10 ans. Je ne suis pas convaincu. Là, vous lisez l'avenir. Pourquoi pas? C'est une lecture de l'avenir. Je pars du principe que quand on n'est pas conscient de l'état des lieux, quand on n'est pas conscient de l'état des lieux, on ne sait pas réellement les fondamentaux sur lesquels on travaille. On ne peut pas aller très loin. Or, sur les fondamentaux, je prends l'exemple le plus simple, le budget du Sénégal en 2012, quand le président Macky Sall prenait le pouvoir, était à 2300 milliards. À l'heure actuelle, le budget est à 7000 milliards, avant qu'eux, ils ne le rabaissent de 600 milliards parce qu'ils n'ont pas eu les recettes escomptées pour le faire. Ça, c'est des réalités qui sont là, visibles. Et les gens vous diront exactement ça a servi à quoi. Il suffit de sortir et de se promener, il suffit d'aller dans le monde rural, il suffit d'aller dans le fin fond du Sénégal avec le Pumon, où l'équité territoriale devient une réalité, la réalisation des routes, le désenclavement des zones rurales, par exemple l'arrivée de l'eau, l'évolution de la couverture en électricité du pays, l'absorption du déficit en termes de kilowatts, aujourd'hui, en termes de mégawatts, pour être plus précis, la Sénélec aujourd'hui fournit du courant à suffisance et en fournit même dans la sous-région. Donc je pense que de manière concrète, on aurait pu faire le bilan, parce qu'ils ont fait un livre bilan. Ousmane Sonko aurait été pertinent s'il partait de ce livre bilan, critiquer le livre bilan et poser des actes en analyse d'abord. Il faut l'analyser. Ensuite, il faut proposer, de mon point de vue, des projets, des plans d'action clairs, identifiés, chiffrés, ce qui n'a pas été le cas. Vous n'avez pas entendu dans le discours, dans la déclaration de politique générale, un seul programme chiffré avec son impact sur l'économie, avec son impact au plan social. Vous n'avez jamais entendu au plan social que le président Diomaye Faye et son Premier ministre envisagent de faire plus que Macky Sall en termes de CMU, couverture maladie universelle, en termes de bourse de sécurité familiale pour aider les plus pauvres. Au contraire, c'est le PSE rabiboché par un cabinet qui est présenté aux Sénégalais comme étant une vision 2050. D'accord, vous parlez de bilan. Mais M. Gueye, le bilan, me semble-t-il, a été déjà fait par les Sénégalais. Vous savez, une élection, c'est jamais... Les juges de paix, ce sont les Sénégalais. Une élection, ce n'est pas pour faire un bilan. Ouais. Ici au Sénégal, on ne vote pas parce qu'on fait une comparaison entre le bilan et le programme politique de l'adversaire. Au Sénégal, ici, on vote par rejet. Tout le monde sait que les Sénégalais ne voulaient pas avoir un président Macky Sall comme pour un troisième mandat. Mais 2024, il y avait de l'adhésion. Il y avait de l'adhésion quand même. Attendez, je termine. Je dis, il n'y a pas d'adhésion. Il y a le rejet de Macky Sall et de son régime. La preuve, même le candidat qui s'est substitué à Macky Sall a été battu parce que simplement les Sénégalais n'ont pas comparé le PAP 2, c'est-à-dire le PSE deuxième phase qui a été réalisé, donc le premier PSE réalisé et le PAP 2, par rapport au projet qui est une chimère. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est que le projet. Je ne parle pas de la vision qui est déclinée par le cabinet Ndiaye. Je parle de projets où il y a des programmes, il y a des plans d'action, il y a un suffrage, il y a des résultats attendus. Nous n'avons pas vu ça. Nous avons vu une vision. Voilà ce que nous voulons de Sénégal en 2050. Nous souhaitons que les gens soient beaucoup plus sains. Oui, nous voulons qu'une justice qui soit une justice performante, indépendante. Oui, nous voulons que l'agriculture nourrisse les Sénégalais. Nous voulons que le taux de croissance arrive à tel niveau, mais on ne dit pas comment. C'est ça les insuffisances que les Sénégalais ont constatées dans cette stratégie nationale de développement Sénégal 2050. Vous ne seriez pas trop sévère avec eux, parce que vous avez beaucoup d'expérience.
Mais raison pour laquelle j'ai cette latitude de pouvoir apprécier ce qui a été fait et ce qui devrait être fait et ce qu'on nous présente comme étant le projet. Non, en fait, ce qu'on ressent, c'est l'absence de bienveillance de votre part. Ah non, j'ai été très bienveillant. Parce qu'ils viennent de commencer... Non, attendez, j'ai été très bienveillant en disant qu'ils se sont battus pour faire aboutir leur projet d'accéder au pouvoir. C'est déjà, de mon point de vue, un mérite qu'il faut saluer. Leur volonté de faire, elle s'exprime. Malheureusement, c'est dans du populisme. C'est-à-dire, il aurait pu être plus réaliste dans la manière de conduire les Sénégalais vers, j'allais dire, leur émergence, vers leur développement, vers ce qu'ils appellent cette autonomie. Le Sénégal ne peut pas être un pays détaché du reste du monde. C'est un rêve d'avoir un pays sans une coopération avec les autres nations. Je suis d'accord qu'on ne devrait plus vivre dans les mêmes contextes de la colonisation, dans les mêmes contextes de la période post-coloniale. Nous devons vivre dans une perspective d'avoir une coopération gagnant-gagnant, aussi bien avec l'ancien colonisateur de la France qu'avec les pays émergents comme la Chine, comme la Turquie, comme ces pays-là qui, avec le Sénégal, peuvent continuer à avoir de bonnes relations. Mais les pays n'ont que des intérêts. Que ce soit les Émirats arabes unis, que ce soit l'Arabie saoudite, que ce soit le Japon, que ce soit la Turquie, ils ont exactement les mêmes préoccupations que la France, c'est avoir des débouchés pour leur économie, c'est avoir plus de matières premières pour faire fonctionner leur industrie. Et je pense que le Sénégal, à l'heure actuelle, avec les insuffisances caractérisées que nous avons de la qualité de nos d'abord au niveau des ressources humaines. On le dit souvent, oui, on est bien formé, mais oui, il y a des choses quand même pour lesquelles le Sénégal a encore besoin d'apprendre. Sur les infrastructures, aussi bien dans le numérique, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la high-tech, j'ai l'impression, et c'est mon avis, que le Sénégal a besoin d'avoir encore à apprendre des autres pays. C'est cette coopération qu'il faut encourager, gagnant-gagnant, mais pas par rejeter l'étranger, comme je le sens dans les discours populistes de Ousmane Sonko et de Tahirou Sarr. D'accord, très bien. Hier, j'ai écouté quelqu'un à la radio dire que il était un peu, comment dire, bon, leur jeunesse un peu les inquiétait. Mais d'après ce qu'il a entendu hier, après la TPG, il a dit que bon, ils ont appris vite. Et même le Premier ministre l'a dit dans son discours, il dit qu'en 8 mois, ils ont fait des choses exceptionnelles. Et toi, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez senti qu'en 8 mois, au moment où cette entreprise, qui était florissante il y a 2 ans, qui était... Non, mais le sujet... Attendez, j'arrive, mais c'est important. Le sujet. Il n'y a pas de progrès sans les agents économiques. Et parmi les agents économiques, il y a l'administration, il y a les ménages et il y a l'entreprise. Aujourd'hui, tous les entrepreneurs, toutes les entreprises battent de l'aile dans le domaine d'abord des BTP et le domaine de la presse. Ce n'est pas pour rien que vous êtes aujourd'hui en conflit avec ces nouveaux régimes. En 8 mois, on ne peut rien faire. En 8 mois, on peut avoir une bonne ambition, c'est vrai. Mais il faut de l'humilité, il faut de l'ouverture, il faut cultiver la concordance pour que justement on puisse aller ensemble vers le progrès. Je termine sur cette question parce que je pense qu'il faut que nous fermions cette parenthèse. J'estime que la jeunesse n'est pas un oxymore. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est incompétent. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas capable d'apprendre vite et de faire des progrès. Le président Abdoulaye Wade a fait un pari sur la jeunesse. Et je pense qu'il n'a pas eu tort. Ce pays, en dehors de Sonko, je ne parle pas des autres jeunes libéraux qui l'accompagnent, toute la classe politique est issue presque de cette famille politique wadienne. Ça vous montre qu'il n'avait pas tort de faire confiance à la jeunesse. Je fais confiance à la jeunesse. J'ai de l'espoir pour ces jeunes qui sont aux affaires. Je pense qu'il faut les accompagner, mais il faut qu'ils soient humbles pour que les gens acceptent de leur transmettre ce qu'ils savent faire. Parce que ce pays ne se construit pas en dehors des Sénégalais. On ne peut pas se présenter en Messie et nous faire croire qu'il est possible seul de développer ce pays. Et je pense que c'est une erreur que commet Pastef. Là, on est d'accord. Il faut une union sacrée, il faut... Parce que le Pastef... Non, pas l'union sacrée. Bon, l'union sacrée, je veux dire, Pastef seul ne peut pas changer ce pays. Il faut qu'on libère les énergies.
qu'elle soit avec le pouvoir, qu'elle soit de l'opposition, qu'elle soit de la société civile, qu'elle soit de l'entrepreneuriat. Il faut que ce pays, on fasse rêver les Sénégalais, mais pour cela, il faut une ambition réaliste. Mais justement, il l'a dit, il y a cette rupture, le retour de l'ambition, il l'a dit. L'ambition n'a jamais quitté le Sénégal depuis Abdoulaye Wade. Il peut peut-être nous présenter une autre ambition qui peut être différente de l'ambition portée par Wade, ce qui serait paradoxal parce qu'il a toujours pensé que Wade était un idole pour lui, même s'il a une fois demandé à ce qu'il soit fusillé. Et Macky Sall a porté une ambition et ça s'est réalisé. Partout où vous passez dans ce pays, vous verrez quelle est l'expression de cette ambition à travers le pays. On peut critiquer son magistère parce que nul n'est parfait, d'abord un. Deuxièmement, il n'y a jamais une œuvre humaine qui est totalement finie. Il appartient aujourd'hui à Ousmane Sonko et au président Diomaye Faye et à son équipe de poursuivre l'œuvre qui a été réalisée par leurs prédécesseurs, de Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade à Macky Sall, pour nous projeter dans l'avenir, mais en ayant les pieds sur terre. Et surtout en ayant moins d'ambition irréaliste. D'accord, très bien. Il y a d'autres sujets qu'on ne peut pas surtout épuiser. Oui, c'est ça. Le budget, le vote sans loi, sans débat. Le vote sans débat, ça c'est compréhensible parce que les gens n'ont plus le temps. On pouvait également parler de l'abrogation ou rapporter la loi sur l'amnistie. Tout ça, on pourrait en parler, mais on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. On peut parler de votre conférence de presse. Vous avez mis trop de temps à nous focaliser sur ce qui ne sera pas possible dans la déclaration de politique de Ousmane Sonko. Et le budget, cela sera inédit au Sénégal qu'un budget soit adopté sans débat. Ce sera inédit, même si c'est prévu par la Constitution. Mais les débats, il y en a en commission. Je parle des débats en plénière. C'est la première fois, c'est inédit. Oui, la Constitution permet au Premier ministre d'engager la responsable du gouvernement. C'est des procédures qui ont été biaisées dès le départ parce qu'il n'y a jamais eu de délibération du Conseil des ministres. Ensuite, le temps qui reste à Ousmane Sonko, en tout cas à son gouvernement, pour faire passer une loi sans débat, oui, ils peuvent le faire à partir de hier. Ils ont tenu une séance à l'Assemblée nationale justement pour engager la responsabilité du gouvernement. C'est à qui il appartient maintenant de promulguer cette loi-là. C'est là que se pose le problème et ce sera impossible avant le 5 janvier, pour respecter les délais de promulgation, d'avoir une loi. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir une loi en 2025. La France n'aura pas une loi en 2025. Je pense qu'on aurait pu, après avoir commis l'erreur de la dissolution au mois de septembre, alors qu'ils auraient pu accompagner l'Assemblée nationale ou se faire accompagner par l'Assemblée nationale en faisant une déclaration de politique générale, mais surtout en créant une synergie, une concordance démocratique à l'Assemblée, discuter avec la majorité comme l'ont fait Moustapha Niasse, comme l'a fait Macky Sall, comme l'ont fait Macky Sall et Moustapha Niasse, afin que cette majorité les accompagne. L'élection par des députés, l'élection législative aurait pu se tenir en 2025, ça ne change pas grand-chose. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous référer à la Constitution et de mettre en œuvre, par exemple, les crédits qui avaient été votés sur le budget de l'année passée. D'accord, voilà. C'est ça qui est la règle. Sur l'amnistie, oui, je suis pour l'amnistie, parce que pour la modification, pas modification, pour l'abrogation de la loi d'amnistie. Pourquoi? Parce ils ont dit rapporter. J'étais contre la loi d'amnistie. Parce qu'il n'est pas normal que des gens aient tué, que des gens aient saccagé, que des gens aient cassé, que des gens aient attaqué les institutions, que des gens aient attaqué les gendarmeries, la police, et qu'on veuille se réveiller un beau matin, on efface tout. Surtout que ces comportements ont été favorisés, ont été même à la limite suggérés par des déclarations de Ousmane Sonko et de certains leaders qui demandaient la résistance et que pour eux la résistance c'était une insurrection qui était assumée. Donc que l'État se protège, c'était une bonne chose. Aujourd'hui, rapportons la loi d'amnistie, adoptons-la, ça permettra aux Sénégalais de savoir qui a fait quoi et qui était à l'origine justement de ces actes ignobles contre notre État. D'accord. L'amnistie, c'était votre ami Macky Sall. J'étais contre, et je l'ai écrit et je lui ai dit. Oui, c'est ça. Une dernière question. Donc j'assume mes postures. Voilà, très bien. Une dernière question. Vous avez fait une conférence de presse pour demander au chef de l'État de limoger
son directeur des moyens généraux. Je me dis, c'est excessif de demander... Quoi? Exiger qu'un fonctionnaire qui transgresse les règles du fonctionnement d'un État soit limogé me semble être le minimum qu'un citoyen peut demander. Nous avons élu Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est notre président. J'aurais aimé avoir un président qui ne soit pas, dont l'action n'est pas entachée par ses collaborateurs bavards. Qu'est-ce qui vous lie aux tirailleurs, vous? Mon père, le petit frère de mon père, était un tirailleur. Il est rentré adjudant. Il a fait toutes les guerres, surtout l'Indochine et l'Algérie. Il a été resté militaire français. Il est rentré militaire français. Il a été retraité militaire français. Dire que cet homme-là, c'est un traître, alors que mon grand-père, le Beleb Ibrahim Ndao, quand il a été intronisé chef de province du Ndoukoumane, a pris son fils aîné, Papa Amadou Makhtar, le second, Mohamed Ndao, ses neveux 4, plus mon oncle Adama Gaye, il les a enrôlés parmi les tirailleurs. Tous les autres qui étaient donc des chefs dans la zone ont pris leurs fils, en tout cas les gens qui sont proches d'eux, pour les engager dans l'armée, afin d'accompagner la colonie. Vous savez, à l'époque, le Sénégal n'existait pas. Il faut bien que les gens sachent qu'il n'y avait pas de rapport d'État entre ces tirailleurs et l'État du Sénégal. C'était des gens qui étaient soit des 4 communes, donc des citoyens français, ou bien c'était des gens qui étaient dans les zones qu'on appelait les indigènes, mais c'est toujours la colonie qui dirigeait. En quoi l'intervention de Lat Dior Ngoné Latyr Diop auprès de Maba Diakhou, qui se battait contre donc le Sine, est une œuvre de bravoure. En quoi l'œuvre de ce que Lat Dior a fait pour que les Français mettent la main sur, par exemple, Léon Diop, est un acte de bravoure et héroïque, alors que ceux qui se sont battus au nom de leur pays, parce qu'à l'époque ils dépendaient de la France, ils sont des traîtres. Ils sont traîtres de quoi et des traîtres de qui? Une personne, même s'il a une opinion à exprimer, il a le droit. Nous sommes pour la liberté d'expression. Mais quand on est dans le cadre du cabinet du président de la République, on doit la fermer. Un conseiller, ça la ferme. Un conseiller, ça conseille, il est en back-office. Il n'a pas le droit d'entacher l'action du président de la République, surtout que celui-ci veut d'honorer ces mêmes personnes. Lui, il considère que c'est des traîtres. Voilà pourquoi, d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement... Vous voulez être plus royaliste que le roi? Voilà, non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas eu un communiqué du gouvernement. Il n'a pas la culture d'homme d'État. D'accord. Même le premier Ousmane Sonko n'est pas d'accord avec lui sur sa démarche. Donc, quand quelqu'un dérape de cette manière-là, il doit être limogé s'il ne démissionne pas. D'accord, mais moi, je n'ai pas le courage de demander au chef de l'État de limoger qui que ce soit. Ah si, moi j'ai demandé au président Abdoulaye Wade de limoger quelqu'un dans notre cabinet, à l'époque, qui nous traitait de vermine. Et il l'a fait. Moi, je ne suis pas dans un cabinet politique où un des conseillers ou des collaborateurs du chef de l'État se permet d'avoir une attitude aussi insolente à l'égard de l'État. Il faut que nous soyons comme les autres. En France, quand un homme politique a un comportement qui est aux antipodes de la République, il est démis. D'accord. Merci beaucoup, M. Babacar Gaye. On n'a pas eu le temps d'épuiser tout, mais... Et c'est dommage. Je pense qu'il y a des questions d'actualité sur lesquelles, excuse-moi, on aurait pu aller plus loin. Je vous remercie de nous avoir reçus et je souhaite à ce gouvernement de réussir parce que c'est dans l'intérêt du pays. Mais pour cela, il faut qu'il soit plus humble. Il faut aussi qu'il comprenne que ce pays nous appartient à nous tous. Il faut de la concordance. Il faut de l'unité. Il faut que chaque citoyen fasse son devoir. C'est ça le but du mouvement Manko Mucci. Merci beaucoup, M. Gaye, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation de ce dimanche. Merci également à toute l'équipe technique, à Lai ainsi qu'à Serine Salioudem. Et excellent dimanche et bonne année. On aurait pu faire les vœux pour les Sénégalais. Oui, mais ce sera la dernière émission avant 2025. J'en profite naturellement pour souhaiter une bonne année à tous les Sénégalais, à toute la communauté internationale pour un monde de paix, un monde prospère. Partagé, de prospérité partagée. D'accord. Merci beaucoup, M. Gaye, et bon dimanche à tous.